Nous avons besoin de logements en Île-de-France. Ce sont les propos de la ministre déléguée au logement, Emmanuelle Wargon, en décembre dernier. Et les nombreuses études sur le logement, en France et en Île-de-France en particulier, confirment ce besoin. Évolution démographique, évolution de la demande. Alors comment les opérateurs de logement, et notamment les bailleurs, apportent des solutions? On en parle ce matin au Salon des maires d'Île-de-France. Soyez toutes et tous les bienvenus, notamment vous qui nous suivez en ligne. Vous êtes en ligne et vous pourrez participer à notre discussion puisque vous pourrez nous poser vos questions. N'hésitez pas dans le chat à me les envoyer, je les poserai à mes invités. Mes invités, je vous les présente immédiatement. Éric Madelrieux, bonjour. Vous êtes le directeur du développement patrimonial de Mille et une Vie Habitat. Et à vos côtés, Jean Malo-Pellet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'aménagement et des grands projets de Mille et une Vie Habitat. Avec vous, ensemble, j'ai envie que l'on puisse concrètement découvrir comment vous répondez à ces enjeux d'offres et de demandes en matière de logement. Alors peut-être pour commencer à mieux vous connaître, Mille et une Vie Habitat, en France, ce sont 226 000 personnes qui sont logées et j'aimerais vous connaître un peu mieux. Éric, je vous propose de compléter cet aperçu. Alors, en quelques chiffres, le groupe Mille et une Vie Habitat sur le plan national est propriétaire gestionnaire de près de 90 000 logements au travers de 5 ESH en province, principalement concentrés sur la région. ESH, il faut décrypter tous les acronymes, c'est important. Alors, entreprise sociale pour l'habitat, donc principalement concentrée en province sur la région PACA, Rhône-Alpes et la métropole bordelaise. En Île-de-France, plus précisément, Mille et une Vie Habitat, c'est 66 000 logements répartis sur 246 communes de notre région. C'est 172 000 personnes logées et 840 collaborateurs qui exercent nos missions de bailleurs sociaux, de constructeurs et de syndics de copropriété. Et Mille et une Vie Habitat en Île-de-France, c'est une ambition de 1200 logements nouveaux, neufs, sur le territoire par an. Alors pour répondre ou pour atteindre cette ambition de nouveaux logements, il y a l'enjeu du foncier. On va largement en parler ce matin. Le foncier en Île-de-France, c'est un bien particulièrement rare. Alors je ne sais pas si on peut dire que le foncier est rare. Il est plutôt difficilement accessible. Et dans un écosystème de la construction de logement social qui est de plus en plus contraint, d'un côté par la raréfaction de foncier rapidement accessible et à des prix abordables, et puis d'un autre côté un financement du logement social qui devient de plus en plus complexe. Le bailleur, ce n'est pas un sujet nouveau, mais il se réinvite dans le débat aujourd'hui, a conscience qu'il a une épargne foncière, une ressource foncière à mettre en avant pour compléter ces sources habituelles de développement en matière de construction d'œuvres. Et par ailleurs, les collectivités territoriales développent des rénovations de centre-ville, continuent de développer des rénovations d'entrée de ville ou de quartiers qui ne relèvent pas de la politique de la ville, donc on est hors en rue. Donc là, bien évidemment, le bailleur présent dans ces zones de renouvellement est appelé à être un acteur important pour la réussite de ces projets. Alors on va essayer de mettre tout ça en équation. D'un côté, il y a de la demande qui évolue, un foncier difficilement mobilisable ou accessible, pour reprendre votre terme, des nouveaux défis comme ceux de l'efficacité énergétique, par exemple, qui se rajoutent à tout cela. Comment on répond à cette équation complexe ? Alors c'est sûr que le bailleur social que nous sommes doit répondre à une double commande sociétale inscrite dans nos conventions d'utilité sociale et encore plus fortement aujourd'hui dans la dynamique de relance de l'activité suite à la crise sanitaire. Alors cette double contrainte, quelle est-elle ? Vous l'avez rappelé, c'est d'abord offrir encore plus de logements accessibles à nos concitoyens qui n'ont pas
les moyens de pouvoir se loger dans le parc privé, et particulièrement en Île-de-France, où la tension est très 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 forte, et répondre par ces logements-là à une multitude de segments de la population, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les étudiants, les jeunes actifs, donc une démultiplication de l'offre de plus en plus importante. Et le deuxième élément de cette équation, c'est, vous l'avez là aussi rappelé, la rénovation du parc existant pour remplir ses objectifs de transition énergétique, notamment, mais pas seulement. Pas seulement, on peut aussi se poser des questions sur l'accessibilité, sur la qualité de l'air, sur la qualité de l'environnemental au sens large du terme, et qui nous amène de plus en plus à nous questionner sur la pertinence de réinvestir sur certains patrimoines anciens. Tout ceci sous fond d'une évolution significative, je le disais tout à l'heure en introduction, du modèle économique, et donc avec aussi un requestionnement des élus sur l'urbanisation de leur commune. Donc nous avons des ambitions fortes, mais des perspectives opérationnelles qui peuvent être limitées si effectivement on ne met pas dans la balance ou dans l'équation notre foncier. On entend bien cette complexité et je me demande même si on ne va pas jusqu'à être dans une situation d'injonction contradictoire si on ajoute à toute cette pierre de cette complexité la question du zéro artificialisation nette. Est-ce qu'on est dans ce contexte, Jean Malo ? Alors, je dirais qu'effectivement, c'est une problématique à laquelle nous sommes confrontés. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des besoins pour produire du logement. De l'autre côté, on souhaite limiter l'imperméabilisation des sols. Et ce qui fait qu'on arrive dans une équation complexe, d'autant si on ajoute le fait de ne pas vouloir monter trop haut pour préserver l'environnement. Si on est contraint aussi par l'équation quand on est sur les opérations type démolition, où il faut pouvoir reloger les gens qui sont en place avec des modifications de typologie de logement pour les adapter aux besoins. On sait tous lorsqu'on fait des opérations de relogement, il y a des questions de cohabitation qui peuvent se poser. Dans les sujets sur les injonctions contradictoires, c'est effectivement un parc qui peut paraître obsolète, mais qui est extrêmement consommateur de ressources quand on est obligé de le démolir. On sait tous que la problématique de l'économie des ressources et l'économie circulaire se pose. Ça pose de nouvelles réflexions, de nouveaux paradigmes qui sont à mettre en place sur l'objectif qui était un petit peu le credo de l'Henriun sur la question de la démolition un peu systématique. On essaie d'avoir une approche un peu plus fine sur certains secteurs, on le verra dans certains exemples. Et effectivement, on a aussi la volonté de faire évoluer la ville, mais avec la problématique concernant les travaux, effectivement, qui peuvent perturber pendant un temps qui peut être assez long les populations, avec parfois un télescopage entre le temps opérationnel et le temps politique, qui peuvent aussi représenter une injonction contradictoire. Donc voilà, donc c'est tout un ensemble de paramètres qui, dans une équation qui n'est pas simple à résoudre et qui peut se résoudre, mais ça on le verra effectivement avec un travail de concertation au plus près avec les élus. Je pense que c'est important de le dire, être en capacité de porter ces projets et pour pouvoir résoudre ces équations et des injonctions contradictoires. Alors, on a un beau panorama, une mise en contexte, donc on va très rapidement rentrer dans des exemples concrets, des solutions, parce que justement, les solutions, elles sont sur la table, vous les développez, elles sont en cours, elles sont réalisées sur certaines opérations. Je voudrais juste revenir sur la question du financement, Éric, parce que vous avez évoqué que la question du financement est complexe. Je lisais une interview justement de la ministre déléguée au logement qui rappelait que dans le cadre du plan de relance, il y avait des crédits prévus pour le logement, notamment en Île-de-France. Et pour autant, il y a des financements au mètre carré construit, mais en même temps, on est aussi dans une logique où on parle de plus en plus de résidentialisation. Et donc, on n'est pas seulement dans l'habitat, on a dans tout ce qui va autour. Et donc, les coûts se pensent différemment aussi. Absolument. Et cette question du financement au sens large ou du développement ou de la rénovation du patrimoine existant nous amène à avoir une nouvelle approche
qui va viser à créer de la valeur. On va chercher à créer de la valeur. Alors, créer de la valeur, pas pour créer de la valeur, créer de la valeur pour mettre cette valeur au service de la mission sociale. Mais cette nouvelle approche nous amène à considérer une parcelle où nous avons un bâtiment dessus, ou plusieurs, de façon radicalement différente de ce qu'on pouvait faire il y a une quinzaine d'années en matière d'entretien du patrimoine. Nous allons regarder cette parcelle et nous allons voir finalement comment est-ce qu'on peut lui donner encore plus de valeur au service de la mission sociale, donc en termes de densification, en termes de diversification de produits, accession privée, accession sociale, logement intermédiaire, logement social bien évidemment dans toutes ses composantes. Comment est-ce que finalement les droits à construire qu'on identifie peuvent se valoriser soit par nous-mêmes, soit par d'autres. On serait questionné sur la pérennité du patrimoine existant au regard de cette nouvelle équation financière. Donc, du coup, ça nous amène à envisager un certain nombre de scénarios. Jean Malo en présentera un certain nombre tout à l'heure, ou d'hypothèses de travail, ou de solutions différenciées, qui vont forcément à chaque fois être différentes en fonction de la parcelle, bien évidemment en fonction de son environnement, en fonction des forces de financement externe disponibles sur le territoire. Et ça nous amène à développer des partenariats de plus en plus étroits avec des aménageurs qui peuvent effectivement nous apporter de la matière et du savoir-faire. Les promoteurs privés, bien évidemment, qui là aussi sont eux aussi des fabricants de logements et de plus-value, y compris pour nous. Il faut qu'on reste vigilant pour que ce soit bien de la plus-value pour nous. Et bien évidemment les collectivités territoriales. Je vous propose maintenant que l'on se déplace, nous sommes ici à Villepinte, mais qu'on se déplace dans l'Île-de-France. Si nous allions, pour commencer, Jean Malo, dans les Yvelines, sur la commune de Chatou, où vous avez, Mille et une Vie Habitat, mené une opération de surélévation. Donc j'aimerais que qu'on prenne le temps, quelques minutes, pour découvrir cette opération et les enjeux auxquels vous avez répondu. Alors, cette opération, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, sur la question d'injonctions parfois contradictoires, notamment concernant les imperméabilisations, elle est assez significative dans la mesure où nous étions sur un patrimoine qui était, on va dire, un peu à bout de souffle, techniquement parlant, puisqu'on était sur une étiquette énergétique E, donc ce qui veut dire qu'il était assez consommateur, donc avec des charges plutôt élevées pour les occupants. Donc on devait engager une réhabilitation de ce patrimoine. Nous avions sur ce patrimoine 8 bâtiments, dont certains étaient dépourvus d'ascenseurs, notamment 5. Et la question se posait de savoir si nous n'avions pas un moyen de créer des ascenseurs pour effectivement rendre accessibles ces logements. Je rappelle que le questionnement sur le vieillissement de la population est un questionnement dont les bailleurs se sont saisis depuis plusieurs années. D'ailleurs, un chiffre, c'est une étude de l'Institut Région Île-de-France, je crois, dans 25 ans, un francilien sur 5 aura plus de 65 ans, et la part des plus de 85 ans pourrait doubler, passer de 2 à 4%, donc il y a de véritables enjeux là aussi. Et donc, effectivement, comme l'immobilier est un temps long, et il faut effectivement aborder ces problématiques dès aujourd'hui. Donc, c'est des réflexions que l'on aborde à chaque fois qu'on étudie, qu'on analyse un patrimoine. Effectivement, c'est le type d'opération qui est assez coûteuse, parce que créer un ascenseur, il y a des contraintes économiques assez importantes. Donc là, ce qui a été regardé, c'est la possibilité de surélever les bâtiments qui étaient dépourvus d'ascenseurs pour deux raisons. Donc créer des surfaces supplémentaires, donc ça c'est un élément important, et aussi à être attentif sur la répartition des charges concernant les ascenseurs dans leur fonctionnement pour augmenter le nombre de logements desservis et donc de locataires. Donc ce travail était engagé dans un premier temps de façon plutôt très optimiste. Je pense que c'est important de le dire parce qu'on avait un patrimoine qui était plutôt techniquement
techniquement bien construits. Par contre, il y a eu plusieurs écueils, je pense que c'est important de les évoquer. La question effectivement, des bureaux de contrôle et des conformités, parce qu'effectivement, on est sur une zone un peu molle, il faut dialoguer assez systématiquement et de façon assez régulière avec les bureaux de contrôle pour des questions d'assurance évidentes. La question des sols, on ne se rend pas toujours compte, mais effectivement, un bâtiment est fondé sur un sol, et il faut que le bâtiment puisse supporter la surcharge. Donc, bien sûr, on utilise des dispositifs constructifs assez légers. Et puis, il y a aussi la question qui se pose sur la réalisation des travaux, parce qu'on fait ce type d'opération de surélévation en milieu occupé, et c'est effectivement un exercice complexe. Il faut que les logements restent vivables pendant tout ce temps-là. Exactement, et il y a des questions d'accès, d'usage qui sont des vraies complexités qu'il faut vraiment anticiper. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à terme, on a pu créer, donc c'était une opération sur laquelle on avait 180 logements, donc on a pu réhabiliter, et on va en créer une vingtaine de logements supplémentaires à Chatou, et sur lequel, en fait, on a neutralisé l'aspect coût du foncier. Donc il y a un petit surcoût technique qui est évident, mais au final, on arrive à produire des logements qui, en coût de production, et ça parlera je ne vais pas dire aux spécialistes, mais aux gens qui ont un peu des notions, à des productions à 120 000, 130 000 euros le logement, donc ce qui est tout à fait intéressant, puisque pour résumer, un logement, normalement, on l'amortit en 50 ans, là, on peut l'amortir en 22 ans, et ce gain a pu bénéficier à la réhabilitation. Donc je pense que c'est un élément important. Une question très rapide en termes d'acceptabilité de ces opérations par les occupants sur place. Je pense notamment aux personnes qui vivaient au dernier étage. On aime vivre au dernier étage quand on vit en immeuble, et d'un coup se retrouve au milieu d'un bâtiment et plus au dernier étage. Donc là aussi, c'est un travail d'explication. Il y a un vrai travail, vous avez raison de le pointer, il y a un vrai travail de concertation, parce que effectivement, nos locataires sont au cœur de nos préoccupations, et donc il y a un travail de concertation, et il y a aussi un travail de pédagogie sur le rapport coût-bénéfice. C'est-à-dire qu'effectivement, la personne qui est au 4e étage, elle est au dernier étage, mais si elle n'a pas d'ascenseur, et comme vous le disiez, vous le rappeliez, on peut avoir des personnes qui peuvent être amenées à avoir des problématiques de déplacement. Donc ça, c'est à nous de leur expliquer effectivement qu'il y a un vrai gain. Et je suis d'accord avec vous, il ne faut pas oublier ce rapport aux locataires. On travaille vraiment pour eux, ils sont vraiment au cœur de nos préoccupations. Alors, je vous propose que l'on file maintenant dans le Val d'Oise, direction Cergy, où là, on va faire un focus sur l'enjeu, une autre version de traiter la question de la densification, avec le volet énergétique d'ailleurs. Oui, alors là, en fait, on est sur une résidence donc, qui avait une architecture plutôt assez atypique, hein, comme on le voit, qui était assez notée, et sur une parcelle qui était, pour le coup, assez peu dense, hein, sur laquelle on avait des possibilités d'offrir de la densité. Donc on a effectivement imperméabilisé des parcelles qui ne l'étaient pas. Par contre, on a travaillé assez finement, notamment sur le stationnement. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait des stationnements qui étaient extérieurs, donc qui étaient en enrobé. On a remis une partie de ces stationnements sous les nouveaux immeubles qui étaient construits, hein, toujours la notion de coût-bénéfice, donc ce qui permettait effectivement de limiter l'imperméabilisation. C'est une réflexion qu'on a, d'offrir un confort supplémentaire pour nos locataires, puisqu'ils avaient effectivement des parkings qui étaient souterrains et protégés. Et surtout, l'intérêt, c'est qu'on a pu produire 104 logements, donc on le voit sur la dernière slide, qui, au-delà de leur qualité architecturale, avaient une vraie qualité énergétique, hein, puisqu'on était sur des bâtiments passifs, répondant aux objectifs de plan climat de la collectivité. On a pu aussi réhabiliter les logements existants dans le cadre d'une opération pensée globalement. Donc ça, c'est un élément intéressant, et de transformer des bâtiments qui étaient en étiquette énergétique E. Donc là,
toujours, hein, ça parlera à certains, mais à ces consommateurs, en des bâtiments sur lesquels on atteignait une étiquette énergétique C, donc ce qui est plutôt intéressant. On a requalifié aussi, vous l'évoquiez tout à l'heure, sur la question des travaux de résidentialisation. On a pu avoir une approche globale sur ces travaux de résidentialisation, et c'est 104 nouveaux logements qu'on a produits avec un foncier qui a été recyclé, hein, puisqu'il était à notre disposition, donc il n'était pas dans le bilan, il a été optimisé, et je pense aussi par ailleurs qu'il avait une vraie vertu urbaine, puisqu'on le voit, il venait entre guillemets s'adosser à un boulevard qui était un boulevard urbain qui était le boulevard de l'Oise, qui n'avait pas forcément de front bâti immédiatement. Donc ça permet aussi de donner un caractère urbain à la ville. Et c'est important de signaler parce qu'au-delà de l'équation économique, il y a aussi un enjeu urbain sur les programmes de valorisation de nos fonciers. Et il faut qu'à la fois qu'on travaille avec nos locataires, je le disais, mais aussi avec la collectivité pour répondre à cette double préoccupation, à la fois produire des logements, mais produire de la ville. Et c'est vrai que ce sont des réflexions qui sont plutôt intéressantes de mon point de vue. Alors là, je vais encore me placer du point de vue de l'habitant. Je ne sais pas si je vous ferai le coup à chaque fois, hein, Jean Malo. Lorsque l'on travaille sur la rénovation énergétique des bâtiments, est-ce qu'il est nécessaire d'accompagner, là aussi en termes de pédagogie, sur les façons de vivre ces appartements qui changent? On ne gère plus de la même façon la ventilation, le chauffage, l'ouverture des fenêtres? Alors, systématiquement, et c'est encore une excellente remarque, il y a effectivement, on a pu s'apercevoir dans certains cas que ce qu'on appelle répondre aux défis énergétiques par de la technique pointue n'était pas forcément la réponse la plus pertinente, parce qu'il y avait la question de l'appropriation par les habitants de ces éléments techniques, hein. Je pense que nombreux sont les bailleurs, notamment lorsqu'il s'est agi de réfléchir à des bâtiments effectivement extrêmement performants énergétiques, de se retrouver avec des écarts extrêmement importants entre les charges qui étaient théoriquement annoncées et la réalité. Et effectivement, ce qui a été pointé, c'est-à-dire qu'on avait des équipements qui étaient extrêmement pointus, mais techniquement difficiles à appréhender. Donc nous, on est extrêmement vigilants à cet aspect-là. On réalise des ateliers, des concertations. On a aussi des ateliers où on ne livre pas un produit clé en main comme ça. Il y a une phase effectivement de toujours la pédagogie sur la façon dont on utilise les équipements, en tentant de donner des équipements qui soient suffisamment simples d'usage. Je caricature, mais le on-off, ça a des vertus, hein. C'est effectivement de ne pas forcément programmer de façon trop complexe les équipements. Et ça, c'est un élément effectivement important. Continuons notre petit parcours. Troisième étape, nous retournons dans les Yvelines, mais cette fois-ci dans la commune d'Épône. Là, on va parler diversification. Alors, là, nous allons parler de diversification. Alors, je pense qu'il est important de parler de la commune d'Épône. Effectivement, c'est ce qu'on appelle une petite moyenne commune d'Île-de-France qui voit effectivement son territoire en phase de mutation avec des perspectives de développement qui sont importantes eu égard à des modifications liées notamment à des renforcements des infrastructures, puisque en fait il y a une gare éole qui va être créée à l'horizon 2024, donc qui va générer de nouvelles avancées, qui va rapprocher Épône de la capitale et des centres économiques. Donc ça, c'est un élément important. Et il se trouve que sur cette commune, on a un patrimoine, donc il y a des qualités, notamment dans sa typologie, hein, parce que c'est vrai que les patrimoines qui datent des années 50, 60, 70 offrent des typologies qui, pour les occupants, sont assez confortables en termes d'espace. Et malgré tout, attendez,
Excusez-moi. Non, non, allez-y, continuons. Il y a une annonce, je pensais que c'était une voiture qui était recherchée. Et comme je suis garé un peu à l'arrache, donc je me suis dit, c'est peut-être ma voiture. Donc, ce n'est pas le cas. Non, je plaisante, je suis venu en RER. Sur Epon, on a un patrimoine donc, qui est obsolète, qui représente 200 logements et qui, effectivement, arrive à une période un peu cruciale. C'est-à-dire qu'on sent que pour le remettre à niveau, ce qui serait toujours possible, il y a un investissement assez lourd à engager. Et donc, on a engagé des discussions avec la commune, donc depuis plusieurs années maintenant, pour se dire, mais est-ce que ce ne serait pas l'occasion, cette réflexion que l'on mène sur le renouvellement technique de notre patrimoine, d'avoir une réflexion sur une réflexion plus large à nouveau. Et je ne vais pas dire de densifier le site, mais plutôt d'offrir une offre nouvelle et d'optimiser et le foncier et de le rendre plus qualitatif. On est aujourd'hui sur un site qui est une entité qui est un peu comme un ovni, on peut le voir sur la photo aérienne sur la commune, qui est un peu enclavé et qui est de ce fait un peu stigmatisé dans son fonctionnement par rapport au reste de la commune. Et donc la réflexion qui nous a animés, c'est de dire comment on fait en travaillant sur le tissu viaire, sur les espaces extérieurs, pour améliorer son insertion dans le site et donc améliorer l'insertion de notre patrimoine locatif au sein de la commune. On s'est aussi interrogé sur l'intérêt que pouvait représenter la diversification de l'offre de produits, donc en travaillant sur, certes, du logement locatif social, mais aussi sur de l'accession sociale sur laquelle on travaille. On a travaillé, Eric le disait tout à l'heure, avec un appel à une consultation auprès de promoteurs pour voir comment on pourrait effectivement offrir une production de logements en accession pour une commune effectivement qui subit une certaine pression de ce côté-là, en essayant effectivement de déstigmatiser cette emprise foncière en travaillant sur la mixité. La mixité à deux niveaux, c'est-à-dire à l'intérieur de la parcelle, pour faciliter le parcours résidentiel, mais aussi une réflexion un peu plus large sur la commune, peut-être pour réfléchir à des implantations dans le cadre d'autres programmes de construction sur du logement social. Donc j'adore cette musique, j'adore ça. Il est pas mal le jingle du Salon des maires d'Île-de-France. Franchement, il est très très bien. Et donc il y a une réflexion. Alors c'est un travail très très long avec la commune, les services de la ville, du département, parce qu'effectivement on sait qu'en région francilienne il y a différents échelons administratifs qui peuvent intervenir sur un projet. Donc là on est dans une phase où il faut un peu jauger notamment les questions de constructibilité, de densité, de surface, parce que quand on densifie, il ne faut pas oublier une chose, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir, on a des familles nouvelles qui vont arriver sur le territoire, donc des nécessités d'équipement pour la collectivité et donc des nécessités de financement. Donc il faut trouver un équilibre assez fin entre effectivement nos problématiques, nous, d'équilibre économique, mais aussi les problématiques de fonctionnement d'une collectivité, et d'où l'intérêt de travailler très 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 en amont avec les collectivités, faire émerger des projets en amont et travailler sur la longueur. C'est effectivement, tout le monde parle de l'urgence de produire des logements, mais il faut intégrer aussi que ce type de démarche, de fonctionnement, ça se joue sur la longueur. Hein, les premiers échanges qu'on a pu avoir sur ce patrimoine datent de 2017. Hein, j'ai regardé les archives. Et donc, il y a des évolutions, il y a des réinterrogations, il y a des confortements techniques qui se posent, il y a des évolutions aussi, des opportunités. Je rappelle que sur ce... non, je ne rappelle pas, je le dis parce que je ne l'avais pas dit. Donc, je le dis que sur ce patrimoine, aussi, on était en partie en copropriété. Donc, on a travaillé sur des rachats de lots pour pouvoir réaliser des scissions de copropriété et récupérer des emprises foncières peut-être plus définies pour travailler peut-être plus rapidement. Donc, voilà, ce sont des projets sur lesquels il faut revoir notre approche par rapport au temps. Ça, je pense que c'est un élément important. Et pour revenir sur ce que disait Eric tout à l'heure, c'est que
dans notre mutation, il faut aussi qu'on fasse évoluer nos métiers. C'est-à-dire qu'effectivement, on était constructeurs, on avait participé de façon très forte aux enjeux de l'ANRU, parce que je rappelle que Millenvie Habitat a participé à peu près une quinzaine de projets ANRU sur l'Île-de-France, l'ANRU 1, NPNRU. On est engagé sur à peu près une dizaine de programmes. Mais là, je veux dire que notre rôle change. On se réorganise aussi en interne, parce qu'il faut aussi on fasse émerger des projets, qu'on se positionne en tant qu'aménageur. C'est un nouveau métier et donc ça nous impose de revenir à la fois plus en amont dans la chaîne de valeur, et à la fois aussi plus en aval, parce qu'on ne s'interdit pas aussi de faire de la production propre pour aller faire de l'accession libre. On étudie des cas de VFA reversé aussi, de dire dans certains contextes sur lesquels il y a beaucoup de tensions. Ça peut être intéressant aussi de réfléchir à ce type de montage. Donc il y a la question juridique qui se pose, parce que c'est vrai qu'on défriche, on se pose des questions, on s'interroge sur la limite possible dans ce cadre, et ça nous oblige à être un peu plus agile. On a créé une structure un peu pluridisciplinaire au sein de notre groupe, que le service de valorisation immobilière qui peut-être qu'on pourra justement en parler après les exemples, parce que j'aimerais qu'on aille à Cormeilles, parce que le temps file rapidement. Cormeilles, dans le Val d'Oise, où justement on est dans la construction, démolition. Vous en parliez tout à l'heure en introduction. Voilà. Alors, je vais essayer de faire rapidement, même si c'est un sujet qui est extrêmement intéressant, parce que, je le rappelais tout à l'heure, une des vraies problématiques dans ces opérations, c'est l'enchaînement entre la démolition et la reconstruction. Et donc, on essaye, tant que faire se peut, d'inverser l'ordre de ces deux séquences. C'est-à-dire qu'on essaye de d'abord construire avant de démolir, et l'opération de Cormeilles en Parisis, le Clos Campan, est assez significative à ce titre-là. C'est-à-dire qu'on a commencé, on était sur un patrimoine où on avait 150 logements, donc qui était, bon voilà, je vais dire, avec une réinterrogation sur le devenir technique et l'investissement patrimonial. Et donc on s'est dit, mais finalement, on était sur une enveloppe assez contrainte, sur une commune sur laquelle il n'y avait effectivement pas forcément de grosses possibilités de relogement. On sait qu'en Île-de-France, une des grosses problématiques, c'est qu'on a des taux de rotation qui sont extrêmement faibles au niveau du parc, donc ça complexifie les parcours de relogement. Donc le fait de d'abord commencer par la construction pour ensuite faire de la démolition est une chose extrêmement intéressante, et que nous on regarde en tout cas systématiquement lorsqu'on engage cette réflexion. Et là ça a été le cas, puisqu'on a pu construire, donc on peut le voir sur la photographie aérienne, au cœur de notre ensemble, 72 premiers logements, donc qui étaient destinés à faire essentiellement du locatif social. Donc je ne reviens pas sur les questions énergétiques, d'accessibilité, effectivement, auxquelles nous sommes attachés à répondre. Et surtout, dans le cas du parcours résidentiel, après avoir fait une étude très fine auprès de nos locataires, ce qu'on appelle une enquête sociale, parce qu'à chaque fois qu'on engage ce type de programme, on fait ce type d'enquête sociale auprès des locataires pour voir quel est le profil de locataires, leurs ressources. Et on s'est dit que ce serait intéressant de proposer de l'accession sociale, effectivement toujours pour accompagner le parcours résidentiel. Et donc, dans ce programme-là, si on démolit 152 logements, on en reconstruit 200 en locatif social, mais on en propose aussi 32 qui seront en accession sociale à la propriété, qui seront préférentiellement proposés à nos locataires, mais qui seront aussi ouverts à d'autres habitants de la commune. On réfléchit, alors je fais une petite digression aussi, à des montages en habitat participatif sur certains sites aussi. Donc vraiment, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que les bailleurs sociaux, alors on n'a pas le temps de revenir sur tous les exemples, mais sont vraiment dans une démarche vis-à-vis des collectivités dans lesquelles
on accompagne les mutations. On évoquait par exemple le BRS, hein, c'est des sujets sur lesquels on peut travailler. On imaginait alors une opération qu'on a fait dans le sud de la France, à Nice, en fait un découpage en volume, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas vendu du terrain, mais on a vendu de l'air à un promoteur pour qu'il vienne reconstruire en accession au-dessus d'un patrimoine qu'on avait acquis à la demande de la collectivité, parce qu'effectivement elle avait un patrimoine qui était obsolète, qu'il fallait, avec des difficultés, vraiment des lourdes difficultés d'occupation. Donc les bailleurs sociaux, et particulièrement Mille et Une Vies Habitat dans sa composition de groupe, est capable de répondre à des problématiques spécifiques de territoire, avec comme clé d'entrée la question de la valorisation du patrimoine, non pas pour effectivement alimenter des actionnaires, mais plutôt vraiment pour répondre à des problématiques, parce qu'il y a des fois des équations économiques qu'il faut répondre, et effectivement il y a des montages qui sont un peu atypiques, un peu disruptifs, qu'on étudie maintenant de façon un peu systématique sur l'ensemble de nos territoires. Et je m'arrête là. Le temps est venu de vos questions sur le chat pour vous qui êtes sur Internet, et puis vous ici. N'hésitez pas, je pose la première question. Jean Malo a évoqué les enjeux d'organisation en interne au sein du groupe Mille et Une Vies Habitat. Éric, justement, comment on s'organise pour toujours réinventer ce foncier, le penser autrement ? Nous avons tiré des enseignements de notre expérience en matière de renouvellement urbain, comme le rappelait Jean Malo, que ce soit dans le programme ANRU 1 ou que ce soit dans le nouveau programme de renouvellement urbain. Nous avons été très fortement engagés en Île-de-France, et les travaux qui ont été menés, les réflexions qui ont été menées, la dynamique partenariale qui a été mise en œuvre, finalement, quelque part, préfigurait ce que nous sommes en train de développer en matière de réaménagement ou de réingénierie de notre patrimoine. Et du coup, assez naturellement, nos chefs de programme ou nos chefs de projet ANRU deviennent de plus en plus des assembliers, en quelque part, qui vont être en capacité de mettre autour d'une table, que ce soit en externe, l'ensemble des partenaires qui pourront effectivement contribuer à la réussite du projet. Et d'un autre côté, en interne, bien évidemment, mobiliser les compétences de constructeurs, de réhabiliteurs, de développeurs, financières aussi, d'ingénierie financière, pour effectivement avancer dans ces projets. On s'est aussi doté, Jean Malo le rappelait, d'une cellule spéciale de valorisation immobilière qui a finalement commencé à passer en revue toute notre épargne pour regarder si elle était à court terme, à moyen terme ou à long terme, c'est-à-dire au regard des droits à construire, au regard des contraintes administratives et urbaines, si on pouvait assez rapidement mettre en valeur ces territoires. Donc on a sorti à peu près une centaine d'adresses. Aujourd'hui, on est engagé sur 15 projets qui ont des phases de maturation diverses, mais qui pourraient produire 300 000 m² de STP. Donc c'est quand même pas négligeable en matière de développement. Alors bien évidemment étalé sur la durée, mais qui existe. Et par ailleurs, bien évidemment, parce qu'on voit bien que c'est un équilibre très très particulier qui sort du champ de l'ANRU et des règles de financement assez strictes et bien connues, hein, que ce soit sur le relogement, les pertes d'exploitation et les subventions diverses et variées pour les réhabilitations, résidentialisation ou autres. Il faut aussi se doter d'outils de simulation qui nous permettent effectivement de faire rentrer nos différents scénarios et d'arriver à voir, en fonction des produits à développer, en fonction des ressources disponibles en interne ou de ce qu'on peut mobiliser en externe, notamment sur les ventes de charges foncières ou sur la reconstitution hors site d'ailleurs d'une compensation de nombre de logements démolis. Hein. Ça aussi, il faut s'ouvrir un peu l'aspect. La parcelle, elle n'est pas forcément fermée, elle peut aussi s'ouvrir. De sécuriser finalement nos actionnaires, d'ailleurs, en premier lieu, sur les choix qu'on peut faire sur la durée, puisque on n'est pas dans un cadre aussi sécurisé que peut l'être celui de l'ANRU.
Une question nous est proposée par les internautes, alors qui fait écho aux exemples de Chatou et d'Épône, mais je pense que la question peut se poser sur toutes les opérations. Est-ce que faire de la surélévation, de la diversification, ça peut impliquer parfois des modifications des documents d'urbanisme de la commune sur lequel l'opération a lieu? Donc comment on travaille avec les communes sur les documents d'urbanisme? Oui, alors c'est effectivement une question qui est intéressante. C'est vrai que le travail partenarial avec les communes est essentiel. Alors, dans les deux exemples que l'on a ici, ça n'a pas été le cas. Dans ce cadre-là, par contre, on a des exemples où, notamment sur les problématiques de stationnement, il a fallu travailler avec la commune pour avoir une certaine souplesse, hein, puisqu'on n'avait techniquement pas forcément le bon sol pour faire le nombre de stationnements qui était pertinent. Il y a aussi un travail qui peut se faire sur la question des surélévations, parce que parfois on est sur un zonage qui n'est peut-être pas forcément cohérent, qui ne répond plus aux enjeux, donc il y a les discussions qui sont engagées. On essaie malgré tout de s'inscrire dans le règlement existant pour les questions de délai, de timing, hein, parce que les modifications peuvent parfois être assez longues, mais c'est une chose effectivement que nous regardons en travail partenarial avec les collectivités. J'aimerais savoir finalement, à travers à la fois la complexité qu'on a évoquée au début de notre échange et puis ces exemples concrets, finalement, quelles sont pour vous les clés de la réussite? Peut-être Éric, pour aboutir à ces opérations réussies? Alors oui, je pense que si on veut schématiser à l'extrême, il y a quatre clés de réussite. La première, c'est qu'il faut bien avoir conscience que c'est un engagement dans la durée. Ce n'est pas effectivement des opérations classiques de construction neuve. Là, on part effectivement sur des durées relativement longues et bien évidemment avec des projets complexes qui nécessiteront peut-être des modifications de documents urbanisme, qui nécessiteront des phases de relogement, une phase de concertation importante. Et donc, on est effectivement sur la durée. Donc, il faut s'engager sur la durée, comme on a pu le faire au travers des projets de renouvellement urbain ou des projets d'aménagement à long terme. Le deuxième facteur de réussite, c'est véritablement un pilotage partenarial. Donc il faut effectivement arriver à mettre autour de la table des partenaires qui vont contribuer à légitimiser et porter le projet, coporter le projet, et en même temps pouvoir ramener sans doute des approches innovantes ou des modes de fonctionnement innovants, de l'ingénierie financière innovante, des produits innovants même en termes d'offres de services qui font qu'on ne fait pas que du renouvellement de béton sur du béton, mais qu'on crée véritablement un nouveau vecteur de qualité de vie et d'habitat pour les années qui viennent. Troisième facteur clé, c'est une fois qu'on a tout arrêté et tout mis en œuvre, il faut avoir un pilotage très très rigoureux de ces projets en termes de phasage, en termes de planning, parce que c'est dans ces petits détails entre guillemets que se cachent éventuellement les facteurs de blocage les plus importants. Et c'est pas toujours très simple, parce que les phases de vie de chacun des partenaires ne sont pas toujours les mêmes. Voilà, le bailleur est là pour du long terme, d'autres partenaires sont là pas forcément sur cette même durée. Donc il faut arriver effectivement à combiner ces attentes particulières et éventuellement l'impétuosité des uns et des autres pour arriver à passer de cap. Et enfin, je pense très sincèrement, directement ou indirectement, le leadership de ce type de projet, lorsque nous sommes engagés dedans, qu'on soit initiateur ou qu'on vienne effectivement apporter notre contribution à une vision externe, c'est la collectivité territoriale, c'est le rôle véritablement du maire qui effectivement, pour moi en tout cas, est le seul apte en tout cas à dessiner l'urbanisation de sa ville pour les années qui viennent. Voilà. Alors, il n'est pas tout seul, hein, bien évidemment, mais voilà, c'est bien lui qui effectivement va à un moment donné devant ses électeurs porter le projet, et donc il faut qu'il soit convaincu, et il faut qu'il soit bien évidemment le leader de cette démarche.
Alors, on a le temps pour une dernière question très rapide posée par les internautes. En termes justement de temps et d'anticipation, vous aujourd'hui, à l'échelle du groupe 1001 Vie Habitat, quels sont vos, alors pas forcément des chiffres, mais vos objectifs en termes de développement de nombre de logements, notamment, c'est ça qui est évoqué ici. Est-ce que vous avez dans vos tablettes un projet 1001 Vie Habitat 2030, 2040, 2050 ? C'est à quelle échelle de temps ? Jean Malo. Si je peux répondre, parce que je regarde cet indicateur de façon assez régulière, assez précise. On est alors sur la région Île-de-France sur l'objectif de pouvoir produire sur les 5 années à venir, dans une première étape, 300 logements annuels dans ce cadre de cette production, ce qui représente à peu près un quart, hein, si je ne dis pas de bêtises, Eric, de notre production. Ça peut paraître 300 logements au regard des besoins assez minimes. Je pense qu'on est en train de mettre en place une démarche qui nécessite d'acquérir des savoir-faire. Hein. On est attentif, nous, je parlais de la question d'aménagement, il faut des montées en compétences, il faut des recrutements ciblés. Ça aussi, c'est un élément important. Donc, il ne faut pas dire que dès l'année prochaine, on va produire 1200 logements ou 2000 logements. Ce ne serait pas le cas, ce ne serait pas raisonnable. Comme le disait Eric, on a identifié 300 000 mètres carrés potentiels. Il ne s'agit pas de les faire en un an. Hein, c'est vraiment pas l'objectif. Donc, l'objectif de 300 logements annuels, c'est un objectif qui est réaliste, qui est identifié, qui est ciblé. Et donc, c'est celui qu'on s'est fixé. Avec peut-être une chose, hein, je le rappelais par rapport à la question du temps long. J'ai envie de dire qu'il faut aussi être en capacité de sortir de cette notion de programmation annuelle qu'on aime bien tous, hein, parce que c'est des objectifs annuels. On se passe vraiment sur une démarche à long terme et j'ai envie de dire c'est plutôt sur les 5 ans à venir, 1500 logements. Très bien. En fait, il y a des avancées qui sont plus ou moins rapides. Parfait. Eh bien, merci à vous, Jean Malo-Pellet et Éric Madelrieux, pour cet éclairage. Bonne continuation à vous. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, vous présents et vous sur Internet, on se retrouve très vite pour une nouvelle séquence de discussion. Merci.